Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du milieu de la semaine. Bon, on dirait bien que la vidéo, ça va être plutôt le jeudi que le mercredi, il faut être très honnête. Encore que aujourd'hui, on est mardi et que je suis déjà en train de l'éditer. Avec un peu de chance, je pourrais la poster mercredi. Mais pour être très honnête avec vous, la véritable raison pour laquelle j'enregistre aujourd'hui à la quasi tombée de la nuit, c'est parce que je sors d'entre les mains de mon ami coiffeur qui est un véritable magicien et que j'avais envie de faire une vidéo qui lui rende réellement honneur. Parce que vous êtes très nombreux à me demander justement comment je fais pour avoir ce blond, à me complimenter sur ma coiffure. Et en vérité, il faut rendre à César ce qui est à César. Je lui dois tout. D'ailleurs, pour ceux qui sont très intéressés et qui me demandent de manière régulière, si vous voulez des conseils, des tips coiffure, etc. ou encore découvrir Las Vegas d'un point de vue gourmand, je vous mets les liens vers ces réseaux sociaux dans la barre de description de cette vidéo. Allez-y, moi, honnêtement, suis-je objective ou pas? Pour moi, c'est un génie. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir via la miniature, d'ailleurs, puisqu'on est dans les remerciements des gens avec du talent, je voudrais aussi remercier Ezra, qui est la jeune fille qui me fait tous les visuels des contes de fées, à qui je trouve un talent extraordinaire. Je vous ai mis la dernière fois son contact dans la barre de description de ma vidéo. Je le refais dès aujourd'hui et je vous en parlerai un peu plus en fin de vidéo. Mais si vous avez des visuels et que vous n'êtes pas trop doué, si vous avez, elle fait pas que ça. Donc allez voir sa page, allez voir son website. Je suis ravie de ce qu'elle fait pour moi et je lui en suis extrêmement reconnaissante. Et je répète, j'aime donner de la force aux gens qui font preuve d'initiative. Donc comme vous avez pu le voir via sa magnifique miniature, aujourd'hui on s'attaque à Pinocchio. Alors le nom de Pinocchio est bien connu parmi les gens de tout âge grâce au film pour enfants à succès des années 1940, Les Aventures de Pinocchio de Disney. L'histoire, comme tout le monde le sait, tourne autour d'une marionnette de garçon qui parle et se comporte comme un vrai garçon et qui apprend les leçons de la vie réelle dans son voyage. Cependant, l'histoire réelle de Pinocchio diffère légèrement de ce que nous avons vu à l'écran et dans les livres pour enfants. Je vais vous donner un exemple très clair qui va planter le décor avant qu'on rentre directement dans le vif du sujet, mais rappelez-vous Jiminy Cricket, ce charmant insecte narrateur du Pinocchio de Walt Disney. Il est le meilleur ami de Pinocchio, sa boussole morale est l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de ce film pour enfants. Le film lui donne même la chanson la plus célèbre du répertoire Disney, When You Wish Upon a Star. Mais dites-vous qu'il n'en a pas toujours été comme ça. Ben non, loin s'en faut. En fait, dans le roman originel de Pinocchio, notre héros en a marre des sermons du petit Jiminy Cricket qui le gonfle. Il le pousse tellement dans ses retranchements qu'il finit par le tuer. Oui, vous avez bien entendu, il le tue. Avec un marteau, Pinocchio saute sur ses pieds dans une fureur incontrôlable, prend un marteau sur le banc et le lance avec toute sa force sur le pauvre grillon parlant. Le petit Jiminy Cricket tombe alors du mur, mort et déjà sec. C'est les phrases du livre. Il n'est pas surprenant que cette scène n'ait pas été retenue dans la version finale de Disney. Ben non, vous pensez bien, elle est quand même assez violente. Derrière la sentimentalité et la mièvrerie de la plupart des adaptations de Pinocchio, parce qu'il y en a eu pléthore, se cache en vérité un roman remarquablement étrange et sombre du 19e siècle, inspiré de la tragique enfance de son auteur. Mais pas que. La plupart des gens qui ont découvert la version de Disney en premier seront choqués par l'histoire originale. Alors accrochez-vous, vous allez voir, c'est fascinant, c'est passionnant et c'est maintenant. On y va. Alors dans le film et dans le livre, Geppetto est le marionnettiste qui crée Pinocchio à partir d'un morceau de bois. Mais qui est donc le véritable Geppetto? Certains ont mis en avant qu'en fait, Geppetto n'était personne d'autre que l'auteur lui-même. Carlo Collodi, né Carlo Lorenzini, était un écrivain et journaliste italien du 19e siècle. Il est né à Florence en 1826 et est mort en 1890. Collodi est principalement connu pour son roman Les Aventures de Pinocchio, publié en 1883, qui a été traduit dans plus de 240 langues et est devenu un classique de la littérature pour enfants.
En tant que jeune homme, Collodi a rejoint le séminaire et était destiné à devenir prêtre catholique tout en s'essayant au journalisme. Cependant, avec la fondation du Royaume d'Italie, il a démissionné de ses précédentes positions et a commencé à écrire des histoires pour enfants. Et je mets des guillemets, vous allez voir, parce que je pense qu'ils sont nécessaires. L'une des vérités les plus choquantes découvertes par les étudiants en littérature qui ont lu l'histoire originale de Pinocchio est que si Collodi parle si mal de Pinocchio, car oui, à plusieurs reprises dans le livre, Collodi le qualifie de honte, de vaurien confirmé, enfin, Collodi sous les formes de Geppetto, hein, comprenez. Et Geppetto, dans le livre original, il fait que l'insulter à la marionnette en bois. C'est que de base, s'il y a autant de haine, c'est parce que Collodi détestait les enfants et n'avait d'ailleurs jamais eu l'intention d'en avoir. Vous allez voir, encore un auteur de contes pour enfants qui a des rapports assez conflictuels et assez paradoxaux avec les enfants. Donc c'est quand même suffisamment étrange pour qu'on le note. Collodi croyait sincèrement que les enfants étaient des créatures malveillantes, insensées et méchantes qui ne se souciaient absolument pas de ceux qui les aimaient. Pour expliquer comment une telle histoire étrange est venue au monde, nous devons examiner la biographie de cet étrange auteur d'un peu plus près. Carlo Collodi était le premier de 10 enfants, une situation suffisamment lourde pour que ses parents l'envoient vivre dans un village avec la famille de sa mère pendant une partie de sa petite enfance avant qu'il puisse réintégrer le nid familial. La famille de Collodi a subi une série de tragédies. Sur ses 9 frères et sœurs, 6 sont décédés avant d'atteindre l'âge adulte. Certains sont morts bébés, tandis que d'autres ont survécu suffisamment longtemps pour s'intégrer pleinement à la famille avant d'être frappés par des décès aussi inattendus que mystérieux. Tiens, on dirait que dans ces univers-là, il n'y a pas moyen qu'il y ait des histoires de famille juste tragiquement ennuyeuses, quoi. Non. Ces tragédies, survenues dans des circonstances étranges et souvent inexpliquées, ont laissé une empreinte indélébile sur Collodi. Ce sont ces événements sombres, imprégnés de chagrin et d'incertitude, qui ont façonné les aspects les plus troublants et les plus cruels des aventures de Pinocchio. Enfin ça, c'est ce qu'on vous enseigne à la fac. On comprend rapidement que Collodi a en fait vécu personnellement certaines des tragédies qui arrivent à la marionnette. Par exemple, que les craintes comme la faim et la maladie qui se retrouvent tout au long, parce que c'est vraiment un terme récurrent dans le roman, tout au long du roman, coïncident clairement avec sa propre urgence existentielle. Mais pas que. Ses écrits, en particulier les aventures de Pinocchio, de base, avant même d'être le livre, c'était une petite série qui était publiée dans un magazine. Donc, de base, ça traitait des questions métaphysiques, souvent négligées par les lecteurs modernes. Un fait important d'ailleurs pour comprendre pleinement la profondeur de l'œuvre de Collodi est qu'il était, et là je sais que ça va même plus vous surprendre, un franc-maçon actif. Dans un livre que j'ai lu récemment et qui est pas mal, intitulé Pinocchio mio fratello, Pinocchio mon frère, le franc-maçon italien Giovanni Malevolti a carrément décrit le contexte maçonnique de Collodi en ces mots. L'initiation de Carlo Collodi à la franc-maçonnerie, bien qu'elle ne puisse être trouvée dans aucun registre officiel, est universellement reconnue et très souvent mentionnée. Aldo Mola, un non-maçon, généralement considéré comme un historien officiel de la franc-maçonnerie, a exprimé avec grande certitude l'initiation de l'écrivain dans la famille maçonnique. D'ailleurs, les événements de la vie de Collodi semblent confirmer davantage cette thèse. La création, par exemple, en 1848, d'un journal appelé Il Lampione, le phare, qui, comme le disait Collodi, illuminait tous ceux qui vacillaient dans les ténèbres. Il se considérait également comme un disciple passionné de Mazzini. Mazzini, qui était un franc-maçon italien et révolutionnaire de premier plan. Parce que oui, il y en a beaucoup qui ont dit qu'en fait, Collodi, à travers les histoires de Pinocchio, il faisait passer des messages politiques parce que c'était un partisan et un militant affirmé. Moi, parce que tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo vient en grande partie de ce qui a été débattu et de ce qui est démontré dans le livre Pinocchio mio fratello. Et je trouve que c'est beaucoup plus pertinent que toutes les autres choses que j'ai pu lire à ce propos.
Collodi figure également dans un document publié par la Grande Loge de toute l'Angleterre répertoriant les célèbres francs-maçons. Compliqué du coup de nier, et selon Malevolti, il y a deux façons de lire les aventures de Pinocchio. La première est ce que j'appellerais la version profane, où le lecteur, probablement un enfant, apprend les mésaventures de la marionnette en bois, se sent concerné ou pas. Et la seconde, surtout, est une lecture d'un point de vue maçonnique, où un symbolisme hyper lourd complétera, sans remplacer, la narration simple et linéaire des événements qui de toute façon ne sont pas des événements à raconter à un public excessivement jeune, me semble-t-il, pour ce genre de leçons. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de mettre la charrette avant les bœufs et de vouloir traumatiser des enfants en bas âge sous prétexte de leur apprendre la difficulté de la vie. Donc, en vérité, Collodi a ainsi écrit Pinocchio dans le prolongement de la longue tradition des textes mystiques, une histoire narrative simple pouvant être appréciée par les masses avec une signification cachée, réservée à ceux qui sont dans le secret. En gros, ce qui a toujours été fait depuis très longtemps, que ce soit à travers les livres, les dessins animés, les films, et j'en passe. Il existe de nombreuses différences entre le livre de Collodi et le film de Disney. Pas au niveau de la symbolique, par contre, hein, que ce soit clair. L'intrigue a été simplifiée et Pinocchio est devenu un personnage innocent et insouciant, plutôt qu'un individu têtu et ingrat, comme dans le livre original. Tous les éléments fondamentaux sont cependant présents dans l'adaptation cinématographique et les messages sous-jacents restent, vous vous en doutez, absolument inchangés. Tout commence donc avec la découverte de ce morceau de bois par Maître Cerise. Mais ce n'est pas n'importe quel bois. Il est vivant, possédé d'une volonté propre. Ce détail, souvent perçu comme une simple fantaisie dans le conte, est en réalité un symbole profond. Il faut savoir que pour les francs-maçons, le bois vivant représente la matière brute, la substance humaine qui attend d'être sculptée par la connaissance et la lumière de la raison. À partir des premières lignes, c'est une histoire brutale. Et ça, tout le long du livre, en vérité. Les premiers mots que Pinocchio prononce en tant que morceau de bois sont « S'il vous plaît, soyez prudent, ne me frappez pas si fort, ne me battez pas si fort. » Dites-vous qu'avant même le chapitre 6 dans l'histoire originale, Geppetto est déjà en prison pour abus sur enfant. Bon, c'est une marionnette, mais enfant. Et Pinocchio, je vous le disais en intro, a déjà tué Jiminy Cricket avec un coup de maillet sur la tête. D'ailleurs, Jiminy Cricket réapparaîtra à la fin de l'histoire. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, avec des messages d'outre-tombe. Enfin, le truc, encore une fois, je le répète, quand même très bizarre pour des histoires qui s'adressent à des enfants. Dès le début de l'histoire originale, Pinocchio se comporte plutôt mal, tourmentant constamment son créateur. Alors qu'il n'est encore qu'un bloc de bois, il traite Geppetto de polendino, ce qui se traduit en italien de l'italien par bouillie de maïs, une insulte pas des plus violentes, je le conçois, mais qui est censée se moquer des cheveux jaunes de Geppetto. Parce que Geppetto ne connaît pas mon ami coiffeur. Après que Geppetto ait sculpté le nez de Pinocchio, celui-ci commence à pousser apparemment selon la volonté de la marionnette et absolument pas gentiment ça pousse. Non, non, c'est Pinocchio qui contrôle son nez. La raison n'a rien à voir avec le mensonge, c'est plutôt une moquerie vicieuse et perfide envers Geppetto. Alors que Geppetto sculpte la bouche de Pinocchio, la marionnette rit et tire la langue en bois. Lorsque Geppetto termine de sculpter les pieds de la marionnette, Pinocchio lui donne un violent coup de pied au visage. Alors que le rêve de Geppetto est de créer une marionnette avec laquelle il pourrait voyager à travers le monde, il regrette immédiatement d'avoir fabriqué Pinocchio qui se montre violent, verbalement et physiquement envers le pauvre artisan, envers, en vérité, son créateur. Dès que Geppetto se remet d'avoir reçu un violent coup de pied au visage et termine les derniers détails de Pinocchio, parce que moi si j'avais été Geppetto, le truc je l'aurais détruit manu militari, mais Geppetto c'est un gentil, la marionnette, une fois créée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se barre. Geppetto poursuit Pinocchio dans la rue, genre en mode course-poursuite du 19e siècle, mais un policier l'attrape, le saisissant par son long nez en bois. Une fois réuni avec Geppetto, Pinocchio a une crise totale d'une violence inouïe devant les habitants de la ville
qui semble déjà de fait totalement indifférent à une marionnette en bois capable de marcher et de parler toute seule. La seule chose qui les importe dans le livre, c'est qu'ils sont plus inquiets de savoir si Geppetto va bien punir le petit Pinocchio une fois rentré chez eux, et de la manière dont il va la punir, parce qu'éventuellement ça pourrait être trop violent pour la petite marionnette en bois. Donc du coup, la police décide d'arrêter le pauvre Geppetto et de le mettre au cachot. Alors qu'il est escorté par la police jusqu'au cachot, Geppetto exprime encore son regret d'avoir fabriqué Pinocchio en disant « J'aurais dû davantage réfléchir à la question ». Peut-être l'une des plus grandes sous-estimations de l'histoire, les amis, parce que ce premier acte est clairement une invitation à la désobéissance éclairée, un principe central des mouvements révolutionnaires et maçonniques du 19e siècle. On ne peut pas, je sais que pour certains ça va sembler trop gros, mais sachant que ça a été écrit par un franc-maçon actif, on ne peut décemment pas ignorer la symbolique qui est quand même, je vous le dis, pour avoir lu le livre original, qui est quand même omniprésente et de manière assez indiscutable. Après avoir fui la maison, Pinocchio se retrouve au Grand Théâtre des marionnettes, où toutes les autres marionnettes semblent le connaître, bien qu'il ait été sculpté par Geppetto très récemment. Excités et faisant beaucoup de bruit pour saluer le nouvel arrivant, les marionnettes dérangent le directeur du théâtre, le mangeur de feu. Celui-ci ordonne à deux autres marionnettes, Pulcinella et Arlequin, de lui amener Pinocchio sur le champ afin qu'on le jette au feu. Les deux marionnettes portent Pinocchio dans la cuisine où un agneau rôtit sur un feu ouvert. Pinocchio implore pour sa vie. Le mangeur de feu commence alors à éternuer, ce qui semble être un signe qu'il se sent désolé pour la pauvre marionnette. Arlequin murmure d'ailleurs à Pinocchio, le mangeur de feu a éternué et c'est un signe qu'il a de la peine pour toi. J'ai bien l'impression que tu es sauvé. Le mangeur de feu tente ensuite de mettre Arlequin dans le feu du coup, mais Pinocchio réussit à sauver la situation. Jusqu'à présent, c'est d'ailleurs la seule bonne action que Pinocchio ait accomplie. Mange-feu, vous l'avez compris, directeur du théâtre des marionnettes, selon l'auteur du livre Pinocchio mon frère, représente le maître des fils invisibles et symbolise ici clairement les élites invisibles qui contrôlent les masses. Il représente ces puissances occultes souvent décrites comme tirant les ficelles derrière le rideau du monde, qui décident ou non de qui va être sacrifié, de qui on jette au feu en fonction d'un simple éternuement. Ce n'est pas la seule rencontre d'ailleurs de Pinocchio avec un homme qui tente de le manger. Ça aussi, ce côté récurrent qu'on veut manger les enfants, qu'ils soient en bois ou qu'ils ne soient pas en bois, c'est quand même très bizarre. Un pêcheur donc dans Pinocchio le couvre de farine et tente de le faire frire. Déjà, tu as envie de dire, mec, tu es un pêcheur, tu pêches du poisson, pourquoi qu'est-ce que tu vas t'embarrasser à vouloir cuire un morceau de bois? Allô? Bon. Et tout cet acharnement, il ne faut pas l'oublier que Disney l'a justifié, et c'est un peu... Dans le livre, c'est moins flagrant, mais bon, c'est quand même suggéré que la marionnette, tout ce qui lui arrive, elle le paye, ça, parce qu'elle n'a pas voulu aller à l'école de base. Et en plus, comme il s'entête, en punition pour avoir refusé d'étudier, eh bien, il est alors transformé, mémorablement, en âne et est finalement jeté à la mer par son propriétaire qui veut utiliser sa peau pour fabriquer un tambour. Mais des poissons dévorent l'âne, ne laissant que la marionnette de bois derrière. Il faut quand même savoir que là, moi, je vous fais un résumé, mais pour des livres qui sont adressés à des jeunes enfants, les descriptions sont assez malaisantes. Après, je suis peut-être hypersensible, mais apparemment, dans toutes les recherches que j'ai faites, il y avait des grands auteurs qui, eux aussi, ont partagé mon sentiment. Et en plus, là, le fait qu'il soit transformé en âne, faut quand même savoir que dans la société de l'époque, l'âne représentait la soumission, l'ignorance et le labeur sans répit. Collodi transmet ainsi un message clair selon Melvolti. Ceux qui refusent de s'éduquer et de se libérer spirituellement deviennent des bêtes de somme exploitées par le système. La transformation en âne montre que l'humanité, si elle ne se réveille pas, est condamnée à une vie d'esclavage et de privation. Là encore, on est, vous le savez, dans la démarche, on vous l'avait dit, dans la démarche du consentement. À un moment donné, c'est d'ailleurs un moment hyper choquant aussi dans le livre, Pinocchio est lynché par ses ennemis récurrents, le renard et le chat, qui clairement représentent les influences
corruptrice du système. Et d'ailleurs, Collodi a même terminé sa série là, de magazines Pinocchio, parce que je vous l'ai dit, hein, Pinocchio de base, ça paraissait dans un magazine, avec la marionnette en bois pendue, mort à un arbre. Et le texte était « Ils se mirent à ses trousses et finirent par l'attraper. Ils attachèrent ensuite une corde autour de son cou et le pendirent à un arbre en lui disant « Lorsque nous reviendrons demain, tu seras mort et ta bouche béante. Et c'est à ce moment-là que nous prendrons les pièces d'or que tu as cachées sous ta langue. » Mais ce passage-là, dans le magazine, les gens se sont offusqués. La population a exigé la résurrection de la marionnette en bois. Et ça s'est intensifié jusqu'à ce que le rédacteur en chef du journal italien dans lequel la nouvelle était publiée, a insisté pour que le récit se termine sur une note beaucoup plus réjouissante. Et il a incité Collodi à trouver une issue pour notre protagoniste en bois. Mais l'un des moments aussi les plus entendus du livre, c'est quand Collodi a écrit, après que Pinocchio ait fui Geppetto et qu'il ait été poursuivi par 2 bandits, quand fatigué et affamé, il arriva devant une toute petite maison isolée. Et c'est là qu'il aperçut une jeune fille aux cheveux bleus, avec un visage blanc comme une image en cire, qui depuis une fenêtre, alors que Pinocchio lui demande ce qu'elle fait là, sans bouger les lèvres, lui répond « Je suis morte moi aussi, et j'attends que mon cercueil soit emporté. » Creepy as fuck, hein, mon cercueil emporté une petite fille, la tête livide, non. Certains y ont vu dans ce passage une allusion claire de Collodi à ses sœurs mystérieusement décédées. Disney, lui, il s'est dit, bon, la petite fille en cire, blanche, livide, on ne peut pas ne pas s'en passer dans l'histoire. Pourquoi? Ça ne regarde que Disney. Alors, on va la remplacer par la fameuse fée bleue. Si tu es un tantinet sensé, tu vas te dire, oui, bon, après, il aurait pu tout juste la supprimer, la petite fille livide. C'est pas comme si, avec ses cheveux bleus, son visage livide, c'est pas comme si elle avait une importance sine qua non dans le déroulé de l'histoire. Sauf que, en la transformant dans la fée bleue, il l'a fait devenir un personnage récurrent qui l'accompagne pendant tout le dessin animé, et qu'il faut savoir quand même que les cheveux bleus sont un symbole cryptique. Le bleu est souvent associé à des ordres maçonniques représentant la sagesse ésotérique que seules certaines élites peuvent atteindre. Mais ici, la fée ne transmet pas véritablement de véritables connaissances. Elle manipule, elle promet une transformation en être humain, genre, donc comprenez dans le rapport la symbole Illuminati, une illumination, mais uniquement aux conditions de la soumission totale. Parce que oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, dans la franc-maçonnerie, il existe des loges bleues. Et les loges bleues, dans la franc-maçonnerie, ce sont les 3 premiers degrés, parce qu'ils sont souvent appelés les degrés bleus. Et dans ces degrés, on retrouve les apprentis, les compagnons et les maîtres. Et ça constitue la base de l'initiation maçonnique. Parce que oui, il y en a certains qui sont francs-maçons, mais genre du 1er degré. Et des fois, ils viennent justement m'agresser en disant « mais tu n'es pas franc-maçon ». Mais si tu es au 1er degré, tu l'es pas vraiment beaucoup plus que moi. Donc, bref, petite parenthèse, mais voilà, il faut savoir qu'il y a des degrés et que les novices, des fois, ils en savent pas beaucoup plus que nous. Bref, vous l'avez compris les amis, à travers les yeux d'un initié, l'histoire de Pinocchio, loin d'être une série d'aventures aléatoires, se transforme en une profonde allégorie spirituelle. Les détails, que ce soit du film, du livre, de toutes les adaptations d'ailleurs, quelles qu'elles soient, qui semblent insignifiants, révèlent soudain une vérité ésotérique ou, à tout le moins, un commentaire social brutalement honnête. Inspiré par les histoires et les classiques métaphysiques tels que les Métamorphoses et Jonas et la baleine, l'auteur de l'histoire, Carlo Collodi, a écrit un conte moderne d'initiation, aspect central de la vie maçonnique. Bien que l'allégeance de Walt Disney à la franc-maçonnerie ait toujours été disputée, controversée, en vérité, le choix de cette histoire comme 2e film d'animation jamais créé par le studio est très très révélateur. D'ailleurs, de très nombreux détails symboliques ajoutés dans le dessin animé Disney manifestent une grande compréhension de la signification occulte sous-jacente du livre de Collodi. Compte tenu des nombreuses ressorties de Pinocchio et de son succès mondial, on peut dire que le monde entier a été témoin du chemin vers l'illumination, autant de Collodi que de celle de Walt Disney. Mais très peu, par contre, l'ont véritablement compris.
Dans l'analyse de Pinocchio, nombreux sont ceux qui se sont attardés sur les aspects politiques et sociaux de l'œuvre de Carlo Collodi, comme je vous le disais en introduction. Ils y ont vu une critique acerbe de la société italienne de l'époque, de l'éducation et de la pauvreté. Tralalalala. Toutefois, ces interprétations, en vrai, ne font souvent qu'effleurer la surface du symbolisme profond qui se cache de manière indiscutable dans le texte. Une lecture plus attentive révèle, au-delà des images, une autre influence, plus subtile mais omniprésente, qui est clairement celle de la franc-maçonnerie. Collodi, je le répète, en tant que franc-maçon, et ça c'était discutable, a sans doute imprégné son récit de références et de symboles maçonniques. Le voyage initiatique de Pinocchio, parsemé d'épreuves, d'erreurs et de transformations, reflète étrangement celui du franc-maçon, cherchant soi-disant la lumière, la vérité et l'élévation spirituelle. Toutefois, cette quête, dans le cas de Pinocchio, prend une tournure hyper sombre. Au lieu d'atteindre une forme de libération, Pinocchio semble manipulé par des forces qui, sous des apparences bienveillantes, comme genre la fée bleue ou la petite fille, parce que encore c'est Disney vraiment qui l'a rendu sympa, hein, la fée bleue, parce que la petite fille elle est pas sympa, elle le fait flipper à Pinocchio. Eh ben c'est les guides occultes de Pinocchio. Certains pourraient y voir un avertissement déguisé de Collodi lui-même, mettant en garde contre une société secrète qui, sous couvert de fraternité et de sagesse, exerce une influence cachée sur la destinée des individus. C'est possible aussi. Moi, j'en doute, encore que. Le message final de Pinocchio n'est peut-être pas celui d'un simple conte moral pour enfants, mais un miroir complètement déformé, où l'initiation maçonnique se transforme en un processus de contrôle subtil, façonnant les esprits et les destins. Il s'agit en réalité de la capitulation finale. Pinocchio n'a plus d'âme propre. Il est devenu l'instrument parfait des forces qui l'ont façonné depuis le début de l'histoire. Sa transformation est la conclusion du processus initiatique maçonnique qui a pris un être brut et indépendant pour le transformer à un individu totalement intégré aux normes, à la merci de la société secrète qui contrôle chaque aspect de sa vie et en l'occurrence de nos vies. C'est pourquoi Pinocchio, et même si dans l'aspect de prime abord, même si les histoires le sont scabreuses et que ça se joue beaucoup en termes de description, de choix de mots, d'ambiance, etc., ça va être moins choquant qu'une Belle au bois dormant, qu'une Belle et la Bête, qu'une peau d'âne. Au niveau de la symbolique et au niveau de tout ce qui se cache derrière l'histoire, j'ai bel et bien l'impression, moi, que Pinocchio fait partie du peloton de tête des histoires sordides dont on a tenté de nous faire croire qu'il ne s'agissait que de contes de fées. Voilà les amis, c'est fini pour moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des choses à rajouter, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Je suis quand même restée très fixée sur la symbolique parce que elle est telle que je l'ai trouvée plus forte que à proprement parler l'histoire et les petites dérivations qu'on peut y voir. Mais j'ai hâte de connaître vos avis en commentaire. Vous savez qu'on ne change pas une équipe qui gagne et que l'algorithme n'est toujours pas mon ami. Donc on ne change pas un processus qui marche. On like, on commente, on partage. Les petits nouveaux, abonnez-vous, parce que plus ça va et plus je vois l'importance de créer une vraie communauté, les amis. Je vous en parlerai parce que j'ai eu une épiphanie, un eureka. Bon, pas vraiment. Mais j'ai une idée qui m'a traversé la tête par rapport aux communautés. Et je me dis que c'est important. Pour la suite, pour le futur, il me semble que c'est très très important. Ah oui, avant de vous laisser, je vous l'avais dit en introduction, je voulais encore remercier Ezra Iria qui a créé cette miniature et celle de Peter Pan et celle de la Belle au bois dormant que je les adore. Franchement, je suis fan de mes miniatures. Pour ceux qui l'auraient raté la semaine dernière, c'est une artiste multidisciplinaire et designer. Elle se lance dans un tout nouveau projet passionnant appelé Minia Maker. Ses créations sont absolument superbes et franchement, moi perso, je vous la recommande. Si vous avez besoin de ses services, n'hésitez pas à la contacter. Je vous mets le lien dans la barre de description de cette vidéo. Elle réalise des miniatures, mais pas que. Elle est également ouverte à divers autres projets. Donc si vous avez besoin de conseils, si vous souhaitez vous lancer ou quoi que ce soit en rapport avec les visuels, etc., allez-y sans aucune hésitation.
Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Je vous dis rendez-vous dimanche pour notre vidéo habituelle. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.